Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, votre source incontournable d'informations. TM4 et Neoctech s'associent pour développer un procédé de recyclage de moteurs électriques. Les experts s'accordent, les véhicules chinois pourraient entrer aux États-Unis dans quelques années. Une enquête révèle que les employés de Tesla ne font pas confiance au full self-driving. Sébastien nous parle de choisir sa borne résidentielle. L'envers du panneau, on parle de la mauvaise idée de taxer les véhicules électriques. Et en grande entrevue, on parle d'adaptateurs pour bornes de recharge. Si vous n'avez aucun capteur de température dans votre adaptateur, donc il n'y aura aucun signal qui va passer sur la ligne, par exemple, on l'appelle le proximity. Okay? Vous allez avoir aucun signal qui va passer sur la ligne PP. Donc, le véhicule ne va jamais savoir qu'il y a un élément au milieu qui est en train de surchauffer à au-dessus de 90, 110 degrés Celsius. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé un excellent 2 semaines. En tout cas, moi pour ma part, j'ai passé un excellent 2 semaines. Ça commence à sentir les vacances de l'été, je sais pas pour vous, là, mais on dirait que parce qu'il commence à faire chaud dehors, ben on se sent un petit peu plus en vacances. Et puis, ben, je ferai pas exception à ça. Je vais prendre des vacances moi aussi. Et toute l'équipe de Silence on roule, d'ailleurs. Il nous reste, mon Dieu, après l'épisode d'aujourd'hui, 2 autres épisodes avant les vacances. Donc, on a un épisode qui va diffuser le 3 juillet, un autre le 17 juillet qui sera le dernier avant les vacances. Et après ça, ça va aller au 14 août pour le prochain, donc après les vacances de l'été. Donc, c'est ça. Donc, il nous en reste seulement 3, incluant celui-là. Donc, ça va vite, mais que voulez-vous, ça va bien quand même, donc on n'a pas à se plaindre et je pense que dans le monde de l'électromobilité, après des vagues plutôt froides, là, on sent un petit vent de renouveau et ça fait du bien. Beaucoup de belles nouvelles dernièrement. J'ai eu la chance d'assister incidemment à un événement sur l'énergie et la mobilité qui était organisé par l'Institut du véhicule innovant il y a de cela quelques semaines à Saint-Jérôme. Un événement extraordinaire parce qu'on avait là dans la salle 2 clientèles que je côtoie, mais généralement de façon séparée, donc les gens du monde de l'énergie. Et il y avait aussi les gens du monde du transport. Donc là, les deux étaient réunis ensemble pour parler d'enjeux communs et c'était vraiment fort intéressant. C'est beau de voir à quel point là, ce secteur-là est très, mais très vivant au Québec. Et je l'ai dit et je le redis encore, on met beaucoup dans les médias le focus sur quelques projets qui ont mal été, mais c'était des gros projets, il faut le dire aussi, là, c'est normal, qui ont eu beaucoup d'attention. Mais parce que certains de ces gros projets-là n'ont pas levé, on a l'impression que c'est tout le secteur qui n'a pas levé, alors qu'au contraire, c'est plein d'industries, c'est plein de projets qui fonctionnent super bien. On sent que la transition est en marche plus que jamais et est là pour y rester également. Donc, c'est très rassurant que de voir tout ça. Écoutez, aujourd'hui, on a un programme très, très, très chargé, beaucoup de choses intéressantes. Premièrement, on a Sébastien Côté qui va nous parler des bornes de recharge à domicile. Notre borne, quand on s'achète un véhicule et qu'on veut s'acheter une borne pour la maison, il y a différents types de bornes, différentes puissances de bornes. 6 kW, 11, 19, peu importe. Laquelle on doit choisir et pourquoi? Donc, si vous êtes dans cette étape-là, c'est peut-être bon d'écouter Sébastien Côté avec sa chronique « Par où commencer ». Chronique qui, incidemment, est une chronique pour les débutants. Donc, toutes les chroniques « Par où commencer », manquez pas ça. On a également une chronique de Stéphane Daou. Stéphane Daou qui va nous parler de la fausse bonne idée de vouloir taxer les véhicules électriques. Parfois, on pense que c'est une bonne idée de faire ça. Il faudrait que les véhicules électriques ne fassent pas exception aux autres choses qui sont taxées, mais il va nous expliquer pourquoi c'est peut-être une fausse bonne idée. Et en grande entrevue, très intéressant, on parle avec Amine Zitour, qui est PDG de A2Z, donc les adaptateurs pour bornes de recharge. On sait qu'il y a maintenant plusieurs standards et plusieurs se magasinent ou pensent se magasiner un adaptateur. Il va nous parler de ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on doit regarder, c'est quoi les niveaux de qualité et à quoi il faut faire attention quand on magasine ça. Donc, on fait le tour du sujet avec Amine dans quelques instants.
Sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable. Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. Zéro déplacement, zéro stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout. Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet, 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités de cette semaine sont une présentation de Mobile Charge, la borne de recharge rapide qui vient à vous quand vous en avez besoin. Pour en savoir plus, visitez le mobilecharge.ca. TM4, basé à Boucherville, fabrique des moteurs qui propulsent les véhicules électriques lourds, notamment les camions zéro émission de Kenworth, Peterbilt et International. L'entreprise montréalaise, elle, Neoctech, de son côté, possède une expertise pointue dans la récupération d'éléments de terre rares extraits des aimants qui entrent dans la composition de ces moteurs. Ensemble, les deux fleurons québécois de la mobilité électrique viennent de lancer un projet commun de recyclage de moteurs électriques usagés, une initiative dont l'importance dépasse largement le cadre de leurs entreprises. Le problème qu'ils cherchent à résoudre est bien réel. Aujourd'hui, une majorité de moteurs électriques usagés sont simplement déchiquetés et traités comme de la ferraille mixte, ce qui entraîne une perte des minéraux critiques, une consommation d'énergie élevée et un impact environnementalement accru. Selon Innovee, le regroupement sectoriel de recherche et industriel qui soutient l'initiative, les matières précieuses et les terres rares finissent à la poubelle et pourraient alors être récupérées et beaucoup mieux utilisées. Aux États-Unis, les véhicules électriques chinois font face à des tarifs douaniers de 100% et à des réglementations strictes et à une opposition virulente de la part du législateur de l'automobile. Mais la possibilité qu'ils soient vendus aux États-Unis dans les prochaines années devient de plus en plus réelle. La voie la plus plausible ne serait pas l'importation directe, mais bien leur fabrication sur le sol américain, potentiellement dans le cadre d'une coentreprise avec un constructeur local. En avril 2026, la Chine a exporté davantage de véhicules électriques hybrides rechargeables que les véhicules à combustion pour la première fois de son histoire. Cette percée à l'exportation survient alors que le marché intérieur chinois montre des signes d'essoufflement. Les ventes de véhicules électriques et d'hybrides ont reculé de 6,8% en avril, tandis que les ventes globales de véhicules chutaient de 21,5% par rapport à l'année précédente. Pour les constructeurs chinois, l'expansion internationale n'est plus un choix stratégique, c'est une nécessité de survie. Elon Musk promet depuis plus d'une décennie que le FSD, le Full Self-Driving de Tesla, deviendra pleinement autonome très bientôt. Depuis, des accidents mortels ont eu lieu, plusieurs millions de dollars en jugement de poursuite ont été versés et d'innombrables cycles de promesses ont commencé et terminé sans que les promesses ne se concrétisent. Une enquête de Reuters publiée la semaine dernière vient d'apporter un éclairage particulièrement révélateur sur l'état de la situation de la technologie. L'enquête cite plusieurs employés de Tesla qui travaillent à l'étiquetage des données d'entraînement pour les efforts d'autonomie de l'entreprise. 7 d'entre eux ont déclaré qu'ils ne feraient pas confiance au logiciel pour la conduite. L'un d'eux affirmant sans détour qu'il ne monterait pas dans une voiture pilotée en FSD, même si on le payait pour ça. Ces témoignages internes jettent une lumière un peu crue sur l'écart entre les annonces publiques de Tesla et les préoccupations exprimées en coulisses par ceux qui construisent le même système.
Moment Energy, une entreprise de Coquitlam en Colombie-Britannique, s'apprête à ouvrir à Surrey une nouvelle usine qu'elle décrit comme la plus grande installation de revalorisation de batteries au monde. Le site, dont l'ouverture est prévue pour la fin juin, sera capable de produire jusqu'à 1 GWh d'unités de stockage d'énergie par année d'ici 2030 et devrait créer plus de 100 emplois dans la province au cours des 5 prochaines années. Pour situer l'ampleur, 1 GWh, c'est suffisant pour alimenter environ 1000 maisons pendant un an. Le modèle d'affaires de Moment Energy repose sur la revalorisation des batteries de véhicules électriques plutôt que sur leur recyclage immédiat. L'entreprise souligne que de nombreuses batteries retirées des véhicules électriques conservent encore entre 80 et 95 % de leur capacité utile, ce qui les rend idéales pour des usages stationnaires bien après leur vie numéro 1 dans des véhicules automobiles. Plutôt que de décomposer immédiatement les matériaux, Moment teste, reconditionne et reconstruit ses batteries en unités de stockage modulaires destinées à l'alimentation de secours, au stockage d'énergie renouvelable, au soutien au réseau électrique et à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Invest Hotel, le plus grand propriétaire d'exploitants hôteliers au Canada, qui s'est associé à Swift Canada pour installer plus de 300 bornes de recharge dans 70 établissements en Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec. L'entreprise exploite des propriétés sous les bannières bien connues comme Marriott, Hilton, Fairmont, Sheraton, Delta, Holiday Inn et Ryan Vader. Les gestionnaires principaux des actifs chez Invest a précisé que l'objectif est d'équiper tous les hôtels de la chaîne d'ici la fin 2026. L'annonce s'inscrit dans une continuité d'un projet concluant où Swift Charge avait installé 12 bornes de recharge propriété d'Invest. 50 emplacements d'Invest sont déjà actifs en Alberta, en Ontario et au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. L'expansion permettra de couvrir l'ensemble des territoires canadiens, de l'Atlantique jusqu'au cœur des prairies, en passant par le Québec. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour. Bonjour Martin. Comment vas-tu, mon cher ami? Moi, je vais très bien. Ah, écoute, on est à 2 pas de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Est-ce que tu as mis tes caleçons bleus et blancs? OK, oui. Ouais, je veux pas plus de détails, on n'ira pas plus loin avec ça. Écoute, aujourd'hui, mon cher ami, on parle d'un sujet qui est très, je te dirais, dans l'air du temps. On s'achète une voiture électrique, des fois même 2, puis là, il faut se mettre une borne dans la maison. Et là, on est confronté à un choix, une borne de 6 kW, 11 kW, même 19 kW. Et évidemment, on a tendance à vouloir prendre le plus gros possible, ou en tout cas, on essaie de nous vendre les avantages du plus gros possible. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu répondes à cette question-là. Quelle puissance de borne je dois avoir quand je m'installe une borne à la maison? Oui, bien, on va le voir, là, il y a quand même plusieurs facteurs là, qu'on va devoir considérer. C'est sûr que, évidemment, c'est des questions qu'on a déjà répondues probablement dans le passé, surtout pour les capacités de recharge rapide, mais on le voit un petit peu plus aussi avec des nouveaux électromobilistes, là, avec le retour des subventions et tout. Là, ça ajoute du nouveau monde avec des gens avec moins d'expérience de ce côté-là. Donc, c'est des belles questions légitimes par rapport à ça. Donc, quand on dit un nouvel électromobiliste, ben, c'est soit des gens non informés ou mal informés. Puis aussi, ben, comme tu as mentionné en entrée de jeu, là, que les gens veulent souvent toujours la plus puissante. Ils veulent charger le plus vite possible. Mais sachez quand même qu'une borne de 50 ampères sur votre panneau de 200 ampères, ça représente quand même le quart de la capacité. Ouais. En as-tu vraiment besoin? Hein? Je pense que Pierre-Yves McSween embarque là. Mais en fait, puis je l'ai vécu avec des proches de moi qui ont magasiné un véhicule, c'est que là, on nous dit, ben, voici le nouveau modèle
X, là, je n'aimerais pas de marque, il y a maintenant un chargeur embarqué de 11 kW. Parce que dans un véhicule électrique, le chargeur, c'est pas la borne. Le chargeur, il est dans le véhicule. La borne, c'est juste ce qui amène l'énergie au chargeur. Il y a maintenant un chargeur embarqué de 11 kW. L'ancien modèle, c'était 6. Fait que là, on nous le présente comme c'est un plus. Là. Il est à 11 plutôt que 6. Donc, évidemment, on va vouloir nous vendre une borne de 11, puisque maintenant, le véhicule prend 11. Mais je ne suis pas obligé pour autant de prendre une borne de 11. Je peux prendre plus petit. Puis... Oui, bien c'est ça. On a la borne qui s'annonce à 11 et on est aussi avec le manufacturier qui va avoir, c'est ça, son chargeur qui peut aller jusqu'à 11. Souvent, on va peut-être vous le conseiller en quittant le concessionnaire, parfois à tort, d'être obligé de se rendre à cette puissance-là. On a déjà parlé dans le temps là, de comment choisir des bornes au niveau de sa fabrication, les bornes québécoises, des choses comme ça, la qualité du produit, le service à la clientèle. Nouveauté, par contre, cette année, là, dans le choix des bornes, là, que nouvellement, il faut avoir les bornes connectées, les bornes intelligentes, et non pas la borne régulière non connectée pour avoir droit à subvention. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas grave de la prendre pas connectée, mais tu n'auras pas de subvention. Exact. Donc, au niveau des puissances, là, on a vu, c'est sûr, au courant des années, là, on voit la 11 kW là, beaucoup plus commun maintenant sur la plupart des véhicules 100% électriques. Dans le temps, là, la moyenne était plus autour du 7 kW. Sachez que sur les véhicules hybrides rechargeables, il y a encore des chargeurs à 3,3 kW. Donc, encore là, il faut faire un petit peu plus attention ou pas trop ambitionner sur la puissance de la borne si on n'en a pas vraiment besoin. Puis, Sébastien, juste qu'on comprenne bien, prendre une borne plus grosse, ça veut dire, bon, elle coûte plus cher, c'est plus grosse, mais ça veut dire que ça vient nous bloquer, nous hypothéquer un espace plus grand dans notre panneau électrique. Donc, possiblement que ça entre pas, il va falloir faire quelque chose parce que physiquement, il n'y a pas assez de courant disponible dans le panneau pour cette borne-là, mais ça veut peut-être aussi dire que dans certains cas, cette borne-là va faire en sorte qu'on ne pourra plus rien mettre d'autre. Là. Si tu avais un projet de t'installer un spa l'année d'après, mais que tu es venu te mettre une borne de 50 ampères alors que tu as eu une borne qui tire juste 30 ampères et ça aurait été en masse, tu viens de te bloquer un 20 ampères qui te servira à peu près à rien. Là. Oui, c'est pour ça que, justement, c'est un des facteurs, c'est de rencontrer un maître électricien là, qui va vraiment vérifier ce facteur-là au niveau des puissances. Ou aussi, vous allez pouvoir parler des projets futurs là, que vous pourriez avoir. On peut avoir une limitation. C'est sûr qu'il existe des alternatives, là, des panneaux supplémentaires, des partages de charge. Donc, il y a moyen de contourner. À ce moment-là, c'est avec le maître électricien que vous allez pouvoir le vérifier. Mais c'est sûr que là, bon, le maître électricien a un facteur. Après ça, ben, ça va de vérifier la puissance de votre véhicule. Déjà là, ça va déjà vous guider un peu vers quelle puissance de borne choisir. Mais un des grands facteurs qu'on doit vraiment évaluer, c'est le besoin de recharge. Vous vous posez des questions là, telles que devrais-je me charger à tous les jours? Combien d'heures de recharge que j'ai besoin chaque jour? Est-ce que j'ai 2 véhicules à mon domicile? Donc, il faut juste penser que dans un modèle que vous allez une batterie de 60 kWh que vous videz ou vous consommez jusqu'à 50% par jour. Donc, on va remettre un 30 kWh de recharge pendant la nuit. Il faut juste savoir qu'entre une puissance de 30 ampères et de 48 ampères, bien, c'est seulement 1 heure de différence au niveau de la durée de la recharge. Oui, puis on ne vide pas la batterie tous les jours. Donc, exact. Quand on la remplit, elle n'est pas tant vide que ça. Fait que dans les faits, ta borne puissante versus la moins puissante, ça peut représenter 1 heure peut-être de différence pendant la nuit. Oui, sur une période stationnaire de 8 à 10 heures, là, probablement. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, on ne s'en rendra même pas compte, là, cette heure-là, ou même que ça soit 2 heures. Il y a quand même des cas d'exception. Par contre, au niveau, là, mettons, un technicien sur la route là, avec un Silverado, on sait que c'est une grosse batterie. Hein. Admettons qu'il consommerait le 3/4 de sa batterie, là, qui serait un équivalent de 150 kWh de consommation. C'est sûr que là, lui, dans ce cas-là, il aurait probablement besoin d'une bonne puissance de recharge. Pour avoir le temps de la recharger d'ici là. Et voilà. C'est des cas, ce que tu décris là, c'est un cas exceptionnel. Très exceptionnel. 90-95% des gens qui ont une voiture qui sera vraiment pas vide parce qu'ils ont fait maximum 100 km sur la plus petite des bornes à la maison, ça prend combien de temps à mettre ça dedans? 2 heures? Peut-être, oui. Ouais. C'est ça.
Donc, c'est très négligeable. Un autre aspect aussi, c'est que si, mettons, vous avez 2 véhicules électriques pour une seule borne, ça pourrait peut-être faire la différence entre une borne de plus petite puissance. Ben, vous voulez peut-être pas vous lever dans la nuit pour aller débrancher un véhicule. C'est ça. À ce moment-là, des fois, on peut vérifier combien de temps là, cette auto-là aurait besoin. Si elle a juste besoin de 3 heures de recharge, bien, vous savez qu'en début de soirée, vous pouvez ressortir, brancher l'autre. Mais à ce moment-là, ben, choisissez la bonne puissance de borne là, pour pouvoir effectuer ça en soirée. Donc, dernier facteur que j'aimerais juste mentionner, c'est aussi, vous pouvez peut-être penser à prévoir le futur. C'est sûr que nos autos, si je prends moi qui ai commencé à rouler électrique en 2018, la puissance des chargeurs sur mes autos était de 6,6 et de 7,2. Je n'ai pas entrevu le futur dans ce temps-là qu'un jour, j'aurais des voitures à 11 kW de puissance de recharge ou que j'aurais pu en bénéficier. Donc, je n'ai peut-être pas tout prévu ça lors des travaux électriques. Donc, vous pouvez aussi peut-être envisager de faire passer l'électricité, si on veut, pour du 48 ampères, mais tout en la limitant du 30 ampères peut-être à ce moment-là pour le besoin actuel. OK. Parce que, juste pour être certain qu'on comprend bien, Sébastien, ce que tu veux dire, c'est que, comme là, toi, tu as une borne qui était faite pour charger une voiture à 6, mettons, kilowatts. Maintenant, tu as une voiture qui pourrait prendre plus. Mais est-ce que tu as changé ta borne pour autant? Non. Puis est-ce que tu as un inconvénient? Non, pas du tout. Donc, quand on nous dit, ouais, mais pense au futur, c'est pas aussi évident que ça que dans le futur, même si ta nouvelle voiture va avoir une batterie plus grosse puis va pouvoir se charger plus vite, que tu as nécessairement besoin de cette vitesse-là, puisque tu te charges pendant la nuit puis que de toute façon, ça va être terminé même lent, bien avant que tu te lèves le matin. Oui, effectivement. OK. Ben, et c'est important, puis moi, je conclurai, Sébastien, en disant que, tu sais, il faut comprendre que quand on surdimensionne notre borne pour un besoin qu'on n'a pas vraiment, ben, on se limite soi-même dans le panneau. Donc, on l'a dit tantôt sur des projets futurs, mais on finit par faire en sorte que dans certains cas, on va augmenter le panneau, donc on va tirer plus d'énergie. Et puis, si toi, tu fais ça, puis si le voisin fait ça, puis si l'autre voisin fait ça, ben au final, le transfo dans le poteau est plus assez gros, on met un transfo plus gros. Puis si dans ton quartier, tous les transfos deviennent plus gros, le gros transfo à l'entrée du quartier va devoir lui aussi être plus gros. Puis c'est des petites gouttes d'eau qui finissent par faire quelque chose d'assez gros qui augmente notre besoin en énergie puis qui est difficile sur le réseau aussi. Donc, d'autant plus que dans 90% et plus des cas, la borne de 11 kW ne changera pas grand-chose par rapport à une borne de 7 kW ou même de 19 kW pour bien des gens. C'est vraiment... C'est un luxe qui ne nous donne pas grand-chose au final. Oui, c'est pour ça justement qu'il faut quand même en parler. Parce que ça ne sera peut-être pas tout le temps si bien expliqué là, lors de la prise de possession d'un véhicule. Bien entendu, mais c'est pour ça que tu es là, Sébastien, pour expliquer aux nouveaux et aux gens qui ne comprennent pas toujours ces petites subtilités-là. Et justement, s'ils veulent te poser des questions pour comprendre mieux certains trucs ou te suggérer des sujets de chronique pour être capable de répondre à leurs besoins, comment font-ils cela? Le plus simple est de me rejoindre par courriel à sébastien.côté@silenceonroule.com. Bon 2 semaines, Sébastien. Merci beaucoup. Vous venez de passer à l'électrique et vous voulez une borne à la maison? Avec Hydrosolutions, la location, c'est la tranquillité d'esprit. Votre budget est clair dès le départ. Une mensualité fixe, sans surprise. Elle inclut la borne de votre choix, une installation professionnelle ainsi qu'une garantie complète. Et oui, la subvention gouvernementale est aussi disponible, même en location. En cas de pépin, aucun stress. Les réparations sont incluses et les experts d'Hydrosolutions sont là pour vous aider. Pour une recharge simple, prévisible et sans mauvaise surprise, demandez votre soumission gratuite sur hydrosolutions.com. Depuis quelque temps, on voit arriver sur les routes du Québec les nouvelles versions des véhicules qui, graduellement, s'en viennent avec le port NACS. Anciennement, les véhicules avaient des ports rapides, soit de type CCS ou encore plus vieux, ou chez les Japonais, on avait les ports CHAdeMO. Et évidemment,
Plusieurs standards se côtoient actuellement. On est dans une période de transition. Les bornes ont, en fonction de l'entreprise qui les a installées, si dans le cas de Tesla, c'est déjà des ports NACS. Dans le cas des bornes installées par les autres réseaux, souvent, c'est du CCS pour les ports rapides. On commence à voir apparaître des ports NACS sur des bornes d'autres entreprises également, mais on est encore dans une période de flottement avec plusieurs standards. Et des fois, les gens, c'est leur premier véhicule, des fois c'est le deuxième, des fois c'est le troisième, et on a déjà une borne à la maison avec un type de connecteur, mais notre nouveau véhicule, lui, arrive avec le nouveau style de connecteur. Bref, on est dans une vague où on est en transition et on doit parfois s'acheter un adaptateur si on veut être certain de pouvoir se connecter à toutes les bornes de recharge. Ça amène beaucoup de questions, de confusion parfois chez certains débutants avec les véhicules électriques. Et pour parler justement de ce sujet-là, j'ai décidé d'inviter Amine Zitour, qui est président de A2Z EV. Bonjour, Amine. Bonjour, Martin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir parce que, écoute, ça fait longtemps là, que vous êtes dans les adaptateurs, même avant que le NACS devienne la nouvelle norme, soit annoncée. On a même déjà, dans le passé, eu des promotions où vos produits avaient été donnés à des auditeurs pour vous faire connaître un peu. Mais là, ça fait quelques années que vous êtes là. Peut-être, Amine, présente-nous donc l'entreprise. Donc, comment l'entreprise est née? Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans les adaptateurs de recharge spécifiquement? Absolument. Puis merci de me recevoir. Écoute, moi, je suis président de l'entreprise. On se spécialise vraiment dans tout ce qui est les accessoires de recharge pour véhicules électriques. On était en affaires, ça fait quand même depuis 2016-2017 qu'on est en affaires. On a toujours été dans tout ce qui est l'électricité, puis les véhicules. Auparavant, on a été dans tout ce qui est les accessoires aftermarket ou de tierce partie par rapport à l'éclairage automobile. Puis, on a décidé complètement de faire un virage vers l'électrification des transports. On a vu un besoin énorme par rapport à tout ce qui est les adaptateurs de recharge. Et l'idée est venue où est-ce que j'avais une conversation avec un ami à moi. Je lui ai demandé, écoute, les Tesla chargent dans les bornes Tesla, mais s'ils veulent charger dans les bornes non Tesla, comment ils font? Puis de là est venu vraiment l'intérêt. Je me suis intéressé à ça, bâti une équipe et on en est là aujourd'hui. C'est quand même fantastique. Puis on s'en parlait un peu avant l'entrevue. Vous êtes arrivé dans un moment où, vous avez commencé à distribuer ces adaptateurs-là. Il y avait un certain besoin, mais avec l'arrivée dernièrement ou l'annonce de standardisation de tous les modèles de véhicules qui vont maintenant sortir en Amérique du Nord avec le standard NACS, beaucoup de gens qui avaient déjà des bornes à la maison ont installé des bornes avec des connecteurs J17. Les anciens connecteurs, en fait, sont installés sur les bornes qui sont là. Il y a des gens qui ont des Tesla puis qui veulent être capables de charger sur d'autres réseaux. Donc, il y a comme une espèce de convergence qui fait que là, on est vraiment dans un besoin, je dirais, accru d'adaptateurs. Mais justement, c'est la question vers laquelle je veux t'emmener. Pour quelqu'un là, qui vient de s'acheter un véhicule électrique, là, le monde des adaptateurs semble un peu une jungle. Il entend parler d'NACS, de CCS, même de CHAdeMO. Peux-tu nous expliquer simplement c'est quoi un adaptateur et pourquoi on en aurait besoin? Absolument. Donc, déjà, l'idée d'avoir un adaptateur, est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Non. Est-ce qu'elle permet d'avoir une espèce de paix d'esprit où est-ce que l'automobiliste qui va circuler en véhicule électrique va pouvoir se charger pas mal n'importe où? Oui. On est chanceux au Québec, les infrastructures sont quand même assez développées par rapport à d'autres provinces ou d'autres États américains. Donc, un adaptateur, on peut le voir d'une manière extrêmement simple. Quelqu'un qui part en voyage avec son chargeur de téléphone, il veut se brancher dans une prise d'un pays à l'étranger, il ne va pas pouvoir. Il va lui falloir un adaptateur qui va convertir un standard vers un autre. En Amérique du Nord, on est choyé de standards. On a le NACS, on a le CCS1, dont le J1772 qui fait partie du CCS1, et ensuite on a le CHAdeMO. Donc, les véhicules CHAdeMO sont arrivés beaucoup plus tôt avec les véhicules d'origine japonaise. Ouais, les Nissan, les Mitsubishi, etc. Ouais. Effectivement. Puis ensuite, on a les véhicules non Tesla qui venaient avec le port CCS1 /
je vais dire entre parenthèses J1 772. Et ensuite, on a les véhicules Tesla qui venaient, eux, avec le port Tesla. Même pas NACS. NACS est venu par après, qui est comme une espèce de combinaison entre le protocole J1 772 et le protocole Tesla qui permet à un véhicule justement de communiquer de cette manière-là sans avoir à changer le protocole au complet. Écoutez, il n'y a pas juste en Amérique du Nord. En Europe, on retrouve le CCS2. En Asie, on retrouve le GBT du côté de l'Asie du Sud-Est. Puis c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est vraiment assez mélangeant. On n'a pas d'industrie, on n'a pas un standard déterminé pour la planète au complète. Donc, chaque pays décide le standard qu'il va adopter dépendamment de la région où il est. Actuellement, donc, si quelqu'un a une borne, c'est-à-dire, je le prends sur l'autre côté, quelqu'un qui s'est acheté une Tesla a forcément sur son véhicule un port, donc NACS, et s'il veut se charger sur des bornes Tesla, pas de problème. S'il veut se charger sur une borne qui n'est pas Tesla, la vaste majorité n'ont pas le connecteur NACS. Ils vont avoir un connecteur, la plupart du temps, CCS ou CCS et CHAdeMO parfois. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas une Tesla, qui s'est acheté une autre marque de véhicule, si c'est un véhicule qui a quelques années, ben il est probablement, lui, avec le port CCS, et quand il veut se charger sur une borne Tesla, parce que Tesla a ouvert son réseau à plusieurs autres marques de véhicules, ben là, ça va lui prendre un adaptateur pour aller sur la borne Tesla qui, elle, a le connecteur NACS. Si le véhicule autre que Tesla est récent, donc quelqu'un qui viendrait de l'acheter dans les derniers mois, ben, il est fort à parier qu'il ait déjà le port NACS sur son véhicule, donc capable d'utiliser directement sans adaptateur une borne Tesla. Mais encore une fois, s'il veut aller sur un autre réseau, et on sait qu'au Québec, il y a plus de bornes de d'autres réseaux que de bornes Tesla, ben là, ça lui prend un adaptateur pour être capable de se brancher parce que la plupart de ces bornes-là n'ont pas encore de port NACS. Je vais me permettre de te poser la question suivante. Quels sont les adaptateurs les plus populaires dans votre catalogue en ce moment-ci, là? Ceux qui sortent beaucoup, puis pourquoi c'est ceux-là qui sont populaires? Je vous dirais que l'adaptateur qui est encore numéro 1 actuellement, c'est l'adaptateur NACS vers CCS1. Okay, c'est un adaptateur qu'on a développé et lancé fin 2023. Les premières livraisons ont été effectuées en symbiose avec l'accès aux superchargeurs par Ford, Rivian et les autres manufacturiers de véhicules. Donc, cet adaptateur-là va permettre à un véhicule CCS1, donc les véhicules munis du port J1 772 et capables d'une recharge DC, de se charger sur les superchargeurs Tesla. Non seulement les superchargeurs Tesla, mais aussi les bornes tierces qui utilisent le câble NACS. Donc, on commence à voir des compagnies comme Circuit électrique, comme Flow, déployer des bornes publiques avec le nouveau standard nord-américain qui est le NACS. Après ça, on revient carrément de l'autre bord en 2022 avec l'adaptateur CCS1 vers NACS. Donc, les nouveaux véhicules, par exemple de GM ou de Hyundai, vont commencer à sortir avec le port NACS qui est semblable en apparence au port Tesla et aussi en fonction dorénavant avec les Tesla les plus récentes après 2020. Et là, les gens vont vouloir avoir l'option de se charger sur les bornes CCS1 qui sont encore très répandues et qu'on va voir encore très répandues pendant les 5 à 7 prochaines années. C'est ça. C'est important ce que tu dis là, Amine, parce que les gens ont l'impression que parce qu'on a décidé de standardiser le connecteur en Amérique du Nord, que le problème est réglé. Il va être réglé, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a encore probablement que 90% des véhicules sur le marché ont encore l'ancien système parce qu'ils ont été achetés avant que cette normalisation-là soit mise en place. Et toutes les bornes de recharge rapide installées par le circuit électrique, Flow, Electrify America et Canada, ou ici ou America aux États-Unis, nommez-en d'autres réseaux si vous voulez, ben n'ont pas encore, pour la vaste majorité, là, certaines oui, mais pour la vaste majorité, n'ont pas encore les connecteurs NACS. Donc, on va quand même vivre dans une vague où les différents standards vont se côtoyer pour encore plusieurs années. Là. Je me trompe si je dis ça? Absolument. Non, du tout. De la même manière que le CHAdeMO existe encore, il est devenu rare, mais il existe encore. Et on a beaucoup d'opérateurs de bornes de recharge qui veulent le garder pour offrir des options à
à leurs clients. Donc, moi, selon mon estimé, selon la tendance du marché, selon ce qu'on voit en termes de déploiement de la part des manufacturiers de véhicules, on en a encore pour 5 à 7 ans avant que le CCS1 devienne rare. Et là, encore une fois, ça dépend s'il n'y a pas de changement de cap au niveau. puis je pense que c'est important qu'on retienne ça, c'est qu'il y a eu un désir de rendre les choses plus simples, donc en disant on s'en va toutes vers le même connecteur. Mais cette période de transition-là entre un marché libre et une harmonisation du standard crée une période de plus grand chaos parce que là, c'est ce qui était en plus grande quantité ici. Évidemment, si on était ailleurs aux États-Unis où les Tesla sont en proportion beaucoup plus populaires qu'ici, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par ce changement-là. Donc, ça va nous créer pendant, tu l'as bien dit, là, plus de 5 ans, une période où plein de standards vont se côtoyer. Donc, le besoin de peut-être avoir un adaptateur va être requis si on veut être certain de pouvoir se brancher partout. C'est sûr que pour un véhicule donné, il existe au moins 2 adaptateurs. Nous, quand nos clients nous envoient des courriels ou viennent nous voir en magasin, on y va selon le besoin du client. Est-ce que vous faites beaucoup de longues routes? Est-ce que vous vous déplacez de grande ville en grande ville? Est-ce que vous faites des trajets de plus que 3 heures, etc.? Si le besoin est là, on recommande absolument d'avoir un adaptateur. Mais il y a une expression en anglais qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out. Il ne faut pas paniquer et vouloir acheter tous les adaptateurs possibles pour les garder dans son véhicule. Donc ça, c'est pas une direction qu'on conseille. Si le besoin est là, c'est sûr que c'est pratique, c'est utile. Exact. Donc, c'est pas un besoin, quelqu'un qui se recharge 1 ou 2 fois par année sur des bornes rapides et que c'est des bornes du circuit électrique et qui est déjà capable de le faire, il va être encore capable de le faire dans les prochaines années. Absolument. Là, je t'amène sur un terrain plus délicat. On voit évidemment une prolifération d'adaptateurs disponibles sur tous les sites de commerce en ligne bien connus qui font que tu commandes avec ton téléphone ou ton ordinateur, là, puis ils vendent de tout. Et puis, certains bien connus américains et d'autres bien connus en Chine. Avec des adaptateurs à 30-35 $ canadiens. Et là, on voit également une multitude de gens sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, j'ai trouvé cet adaptateur-là », puis là, ils nous mettent le lien du site bien connu que je nommerai pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois l'acheter? Ma question est la suivante. Concrètement, c'est quoi le risque d'acheter ces adaptateurs pas chers-là? Et j'oserais même ajouter bas de gamme, là. C'est quoi les risques d'acheter ça? Les risques sont énormes. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un moment où est-ce qu'on a confié à monsieur, madame, tout le monde autant d'électricité entre les mains. Okay? Là, on parle de courant direct, on parle de 250 kW, 300 kW entre les mains de monsieur, madame, tout le monde. A2Z, on n'est pas un simple importateur et revendeur de produits. On a une équipe d'ingénieurs. On a nos équipes. On est basé non seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec et au Canada. Et on a notre point de manufacture en Chine. Okay? Là, il y a aussi, comme je vous avais expliqué, les adaptateurs étaient non régulés. Il n'y avait aucune certification, il n'y avait aucun standard qui entourait les adaptateurs de recharge. Les câbles l'étaient, les bornes l'étaient, mais pas les adaptateurs. Donc, on était forcé d'avoir un câble et un connecteur sur notre véhicule puis sur la borne de très grande qualité, mais on pouvait mettre un produit qui connecte les deux de très piètre qualité. Il n'y avait rien qui le régulait. On ne pouvait pas savoir. Personne ne savait sur quoi se baser, mis à part le standard, admettons, J1772 ou le standard CCS1. Donc, A2Z, nous, en 2023, on a été approché, on a eu des recommandations d'approcher le standard, le comité SAE. On fait partie du comité SAE, qui est le comité international qui rédige les différents standards pour différents types de produits à travers le monde. On est la seule compagnie d'adaptateurs sur ce standard-là. Le standard nous a permis d'apprendre, nous a permis d'aider à écrire déjà le standard NACS, d'expliquer notre point de vue vis-à-vis des adaptateurs, d'expliquer notre expérience. Un adaptateur peut sembler simple. Je les vois les commentaires aussi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est un simple adaptateur
il s'agit, oui, d'un simple adaptateur passif, mais c'est pas un bout de plastique avec 2 pins de métal à l'intérieur. Il y a la qualité des différents métaux, la pureté du cuivre. Est-ce qu'on a des capteurs de température? On était assis à un moment donné au standard, il y a eu une interrogation vis-à-vis les adaptateurs qui venaient d'Amazon. Et certains membres du standard très haut placé ont acheté des adaptateurs de Amazon, les ont ouverts, les ont démontés. Et à leur surprise, il n'y avait aucun capteur de température à l'intérieur. Ça veut dire que si l'adaptateur surchauffe, il pourrait à la limite fondre et ou prendre feu, puis il n'y a rien qui va l'empêcher. Exactement. Qu'est-ce qui arrive dans le principe fondamental d'un adaptateur? C'est que la borne et le véhicule communiquent et vous avez un élément au milieu. Okay? L'élément au milieu, lui, agit comme un adaptateur passif, mais vous avez 2 lignes de communication qui passent de la borne vers le véhicule. Le véhicule va dicter la recharge selon certaines conditions, la température du port de recharge, la température du connecteur. Si vous n'avez aucun capteur de température dans votre adaptateur, donc il n'y aura aucun signal qui va passer sur la ligne, par exemple, on l'appelle le proximity. Okay? Vous allez avoir aucun signal qui va passer sur la ligne PP. Donc, le véhicule ne va jamais savoir qu'il y a un élément au milieu qui est en train de surchauffer à au-dessus de 90, 110 degrés Celsius, puis il va continuer sa recharge jusqu'à temps que la chaleur se répartisse vers le véhicule. Mais c'est quoi les chances? Oui, parce que c'est assez long. Oui, c'est ça, c'est assez long. Ouais. Tu sais, les risques, ça peut aller d'une explosion, ça peut aller à l'électrocution, ça peut aller à des dommages au véhicule, ça peut aller à des dommages à la personne. Les risques sont énormes. Nous, ce qu'on recommande, on n'est pas les seuls qui existent. Tu sais, j'ai toujours été quand même assez impartial quand je discute de ces sujets-là avec des experts dans l'industrie. Ce qui est important, c'est de s'assurer que l'adaptateur a une certification. Il y a une certification qui existe depuis mars 2025, maintenant. Les manufacturiers d'adaptateurs peuvent envoyer leurs adaptateurs pour une certification officielle. Et la certification, c'est la UL 2252. Ouais. Peu importe par qui ça a été effectué, est-ce que c'est CSA, est-ce que c'est UL eux-mêmes, il est important que les adaptateurs soient certifiés. Donc, UL 2252, on pourra même le mettre dans les références du balado, là, s'il y en a qui... Mais... je pense ne pas me tromper en disant que si quelqu'un va magasiner un adaptateur chez A2ZV, vos adaptateurs le sont certifiés. On a le plus grand nombre d'adaptateurs certifiés. Le seul qui nous manque, c'est le NACS vers CCS1, qui a déjà passé ses tests, mais comme il est rattaché à un autre produit qu'on est en train de finir de développer, la certification n'est pas encore sortie. Mais la majorité de nos adaptateurs, le CCS1 vers NACS régulier, celui pour le Cybertruck, le J1772 vers NACS, le NACS vers J1772, nos câbles de remplacement. Et voilà, donc on a le plus grand nombre d'adaptateurs certifiés. La certification est très chère, mais pour nous, je pense qu'elle est nécessaire afin d'évaluer est-ce que le produit est conforme à la distribution au public. OK. Donc, je pense que les gens sont même à même de comprendre. Puis c'est un peu la même logique, puis on l'a répété souvent à Silence on roule. Vous achetez une bagnole à 50 000 $, puis vous allez vous acheter, par exemple, une borne de recharge bas de gamme, commandée en ligne à l'autre bout du monde, pas certifiée, qui est dangereux pour votre panneau électrique, pour votre maison, pour votre sécurité physique. Aucun appareil chez vous tire autant d'énergie pendant une période aussi longue et soutenue. Vos appareils énergivores comme votre réservoir à eau chaude, votre four, vos calorifères électriques tirent beaucoup d'énergie, mais en on and off et sur des périodes de temps pas très longues. Votre voiture, vous pouvez la charger dans certains cas pendant 6, 7, 8 heures. Vous allez tirer le maximum de courant de votre panneau. Donc, absolument, si les matériaux sont de faible qualité et surchauffent, bien, surchauffer pendant 5 minutes, c'est une chose. Surchauffer pendant 8 heures, c'en est une autre. Et absolument, l'adaptateur, on est exactement dans la même logique. Vous avez une bagnole de qualité entre les mains. Vous vous branchez sur une borne rapide qui va vous donner énormément d'énergie, mais vous allez mettre un bout d'adaptateur de plastique avec des morceaux de métal cheap dedans pour sauver quelques... Puis on parle pas de milliers de dollars, là. On parle de quoi, quelques centaines. Comment ça coûte un adaptateur typiquement là, pour une borne rapide? Nous, nos prix ont toujours été... on est toujours... on a des prix dans le milieu de gamme pour des produits qui sont haut de gamme parce qu'on veut rendre les produits accessibles. Fait qu'un adaptateur CCS1 vers NACS va être autour de 150 $ canadiens.
vous allez pouvoir aller l'acheter sur Amazon d'une marque tierce non reconnue pour laquelle vous n'avez aucun recours juridique s'il arrive quelque chose. Vous allez sauver 70 $, 80 $. C'est pour ça que je dis que ça vaut même pas la peine tu sais, c'est illogique et puis beaucoup de gens se drapent. D'ailleurs, on avait sur le balado une chronique de notre chroniqueur Claude Gauthier qui disait, tu sais, on a des gens qui se drapent dans la vertu de l'environnement puis la voiture électrique, l'environnement, mais ils vont se commander quelque chose de bas de gamme à l'autre bout de la planète qu'ils vont faire venir, qui va briser. Ils vont en recommander un deuxième, ils vont le faire venir. Wow, c'est pas celui qu'ils voulaient. Ils vont le retourner pour quelques dollars. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se servir de notre tête. Écoute, le temps passe très vite, Amine, puis je veux quand même te poser des questions. Qu'est-ce qui distingue concrètement un adaptateur A2Z des produits génériques? Là? Donc, tu dis, c'est les matériaux que vous utilisez, le fait qu'il y a un capteur dedans, les tests que vous faites pour être sûr. Qu'est-ce qui fait le gage de qualité A2Z? Premièrement, c'est le contrôle qualité. Chacun de nos adaptateurs est testé sur des bornes d'essai en Chine. Ensuite, quand l'adaptateur arrive ici, on effectue des tests supplémentaires. Chaque adaptateur est testé avant d'être envoyé au client pour s'assurer qu'il soit conforme. Deuxièmement, nos adaptateurs ont été testés par des manufacturiers de véhicules. Ils étaient extrêmement satisfaits. La seule raison pourquoi on n'a pas pu, par exemple, avoir un contrat de distribution avec un manufacturier de véhicules étant que nous étions une compagnie qui était un peu plus jeune et on n'avait pas une capacité de production énorme. Je termine ce point-là sur ça. Ensuite, vous avez une compagnie qui est pas une compagnie d'import-export. Vous avez une compagnie qui a son équipe. Vous avez une compagnie qui est munie d'ingénieurs. Tous nos produits... Écoutez, moi, je pourrais pas dormir la nuit sachant que on a des produits qui sont dangereux sur le marché. Je suis un président qui est conscient du produit qu'on vend. Et pour nous, la sécurité, c'est la première chose. Et les gens le voient sur les réseaux sociaux. A2Z est reconnu pour son service à la clientèle, mais aussi pour le fait qu'on ne rende pas la vie difficile aux gens. Si quelqu'un se plaint qu'un adaptateur a arrêté de fonctionner ou a une recharge lente, on le remplace. On ne va pas demander au client, écoute, ta garantie est expirée, je suis désolé, on ne peut rien faire. On est là pour le client, c'est important pour nous. C'est vraiment le fait qu'on soit une compagnie qui est reconnue mondialement. On est parmi le top 3 mondial en termes d'accessoires de recharge. On a fait notre réputation sur le fait qu'on est vraiment assidu sur la sécurité de nos produits. Écoute, 2 petites questions en terminant. La première, forcément, la standardisation des types de ports de recharge va faire en sorte que, pas maintenant, mais dans 6, 7, 8 ans, ça sera plus pertinent de vendre des adaptateurs. On va tout être sur le même connecteur. Comment votre entreprise fait face à cette réalité? Allez-vous diversifier sur d'autres types de produits? Parce que ma perception, et c'est vraiment une perception, c'est que c'est votre gros marché, les adaptateurs actuellement. Peut-être que vous avez d'autres trucs, mais ma perception de l'extérieur, c'est que c'est le gros de votre marché. Mais le gros de votre marché, c'est très éphémère en tant qu'entreprise. Là. Je veux dire, dans 8 ans, 10 ans, il n'y en aura plus. Absolument. Si vous allez sur notre site web, section complètement à droite dans le menu, on a des produits à venir. Notre borne portative vient de passer sa certification ETL. Elle va être lancée dans les prochaines semaines, donc d'ici la fin du mois de juin. Ensuite, on va avoir une autre borne résidentielle qui va être... on importe un concept de l'Europe, c'est-à-dire que le câble de la borne est amovible. On peut le retirer de la borne, on peut le ranger. Donc, c'est une borne qu'on appelle apporter votre propre câble. Ensuite, on rentre aussi un peu dans tout ce qui est le stockage de l'énergie, ainsi que les panneaux solaires. Donc, on veut vraiment rentrer dans tout ce qui est le V2X. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. C'est pas juste des plans, c'est des produits qui fonctionnent, mais il y a tout le gros du travail de certification et de s'assurer qu'ils soient conformes pour le marché. Ah, j'avais pas de doute que vous aviez des plans de repli, c'est bien certain. Écoute, en terminant, dernière question. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui se magasine un adaptateur pour la première fois, ça serait quoi?
Ça serait de voir est-ce que cette compagnie-là a un historique, d'aller voir surtout la description et les spécifications. Si on vous vend un adaptateur juste parce qu'il est beau, il est petit, c'est pas un argument de vente. Regardez les arguments tels que est-ce qu'il y a des capteurs de température, la qualité des matériaux. Regardez s'il y a une certification, c'est important. C'est la première chose que vous devez faire. S'il n'y a aucune spécification sur les données techniques du produit, allez-y en courant. Je me permets une dernière question. Absolument. Un adaptateur bas de gamme, avant qu'il prenne feu, qu'il s'autodétruise ou en tout cas qu'il cesse de fonctionner, est-ce qu'il va nous donner exactement le même rendement en puissance qu'un adaptateur haut de gamme? Autrement dit, est-ce que les adaptateurs plus bas de gamme peuvent être limités en puissance, donc je vais charger moins vite parce qu'il est cheap ou non? Écoutez, vous allez toujours avoir deux camps dans cet argument, dans la réponse de cette question-là. Oui et non. Si la qualité du conducteur, elle est bonne, vous allez avoir des rendements qui vont être similaires. Mais un adaptateur bas de gamme, souvent, ne va pas avoir une qualité de métaux qui va être égale à un adaptateur haut de gamme. Okay? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'adaptateur va surchauffer. Par le fait même, le connecteur de la borne va surchauffer, le réceptacle du véhicule va surchauffer, vous allez avoir des ralentissements de vitesse. Donc, pour faire ça court, un adaptateur bas de gamme peut vous donner des vitesses qui vont être moindres à un adaptateur haut de gamme, à 100%. OK. Bon, ben ça répond à toutes nos questions. Amine Zito, qui est président de A2ZEV, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide. NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa AutoPro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques. La chronique L'envers du panneau vous est présentée par Précision PPF Vitres teintées, les experts en esthétique et protection automobile. 450-490-4488 ou sur Facebook Précision PPF Vitres teintées. Ici Stéphane Daou et bienvenue à L'envers du panneau. Régulièrement, les gouvernements ont le réflexe facile d'imaginer une nouvelle taxe magique pour régler les problèmes récurrents. Avec les véhicules électriques, un grand débat a lieu sur comment on va payer pour l'entretien des routes plus tard. Étant donné que les propriétaires de véhicules électriques ne paient plus de taxes à la pompe, plusieurs s'inquiètent de l'État et de l'impact sur la qualité de nos routes. Mais devrait-on plutôt s'inquiéter de l'état de notre santé et de nos poumons, outre le fait que nous importons et dépensons plus de 20 milliards de dollars en carburant? C'est entre 200 et 300 dollars annuellement par contribuable qui sert à soigner les personnes atteintes de maladies causées par la pollution atmosphérique des voitures. Avant de penser à une nouvelle taxe, partons de la logique que chaque véhicule électrique évite des hospitalisations et des décès puisqu'ils ne sont plus une source de pollution atmosphérique. En roulant électrique, on améliore donc le bilan tout en réduisant la pression dans le réseau de la santé. Je vais me lancer en faisant la prédiction que le Québec va franchir la barre des 1 million de véhicules électriques en 2030. C'est donc un potentiel annuel de 250 millions d'économies pour le réseau de la santé. 250 millions par année qui peuvent servir à améliorer le réseau routier, et sans oublier que de transporter de l'essence avec des fardiers, ça a un impact direct sur l'état des routes. Entre vous et moi, ça pèse pas juste 1500 livres un truck qui livre du gaz. J'invite donc la classe politique à évaluer les conséquences positives de rouler électrique
tout en réfléchissant sur les alternatives pour l'entretien des routes, sans frustrer davantage les contribuables. Pour terminer avant la pause de l'été, voici une autre statistique palpitante. Aux États-Unis, plus de 60 000 crimes ou agressions sont commis dans une station-service en faisant le plein d'essence. Pour le secteur du véhicule électrique, les crimes sont davantage le vandalisme et le vol de câbles. Une autre raison de rouler électrique, tout en réduisant les coûts reliés à la criminalité. D'ici ma prochaine chronique à l'envers du panneau, je vous souhaite de passer un excellent été. Et si vous croisez votre député, rappelez-lui que les taxes, on en a déjà pas mal assez. C'est assez tranquille pour le moment dans les activités et événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Disons simplement que le 21 juin 2026, il y aura des essais routiers et conférences à Laval. Tous les détails seront sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec dans la section Quoi de neuf événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Amine Zitour, Sébastien Côté et Stéphane Daou. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Marco Dumais, Claude Gauthier, Stéphane Daou, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à l'AVEC, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Mobile Charge, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, le balado Passé décomposé, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur l'AVEC, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.